Imaginons la scène 2 secondes. On a un joueur de foot amateur, il s'entraîne sur un terrain super poussiéreux dans un village vraiment reculé de l'Est du Maroc. Ok, je vois le tableau. Et aucun recruteur professionnel n'a jamais mis les pieds dans son village, quoi. Le fameux carnet de notes classique du sélectionneur, il l'a complètement zappé. Ouais, l'histoire classique du talent invisible. C'est ça. Mais aujourd'hui, et c'est là que ça devient dingue, hein, il a un petit boîtier en plastique, juste glissé entre ses omoplates, et ce truc communique avec un serveur distant où, en fait, un algorithme est en train de comparer sa vitesse, sa vision du jeu, tout ça, avec les données des joueurs pros en Europe. Ah ouais, l'intelligence artificielle directement sur la terre battue, en gros. Exactement. Et, d'accord, décortiquons un peu tout ça aujourd'hui. Parce que les sources qu'on a sur la table pour cette exploration, elles racontent une histoire qui va complètement à l'encontre des clichés habituels. Carrément. On a épluché des dizaines d'entretiens et de notes de terrain du GITEX Africa 2026 au Maroc. Voilà. Et notre mission aujourd'hui, c'est vraiment d'oublier 2 minutes la Silicon Valley. On oublie les labos aseptisés, les budgets infinis, et on regarde comment cette technologie, elle s'épanouit dans le monde réel, dans un contexte complètement différent. Parce qu'on parle pas du tout de générer des petites images marrantes ici. Non, c'est clair. On est sur une ingénierie de la survie, de la sécurité et même du lien social. Et si on relie ça à la vue d'ensemble, l'écosystème qui se dessine à travers ces notes de terrain, ça redéfinit totalement notre façon de comprendre l'innovation en fait en Afrique et surtout au Maroc d'après nos sources. L'IA, c'est pas une course aux armements virtuels, Ouais, c'est pas celui qui aura le plus gros modèle de langage, quoi. c'est ça. C'est vraiment une question de souveraineté et d'adaptation immédiate. Les ingénieurs là-bas, ils tordent, ils modèlent les algorithmes pour que ça marche avec les infrastructures parfaites qui existent déjà. Sans parler des obstacles administratifs massifs qu'ils doivent contourner au quotidien. Absolument. Ils répondent à des besoins vitaux. C'est pas du luxe technologique, c'est du pragmatisme à l'état pur. Et pour vraiment capter ce pragmatisme, je pense qu'il faut d'abord regarder comment cette intelligence artificielle interagit avec le monde physique immédiat. L'environnement tangible, oui. Voilà. Prenons le cas de Mobilityx. C'est une start-up marocaine qui est super bien détaillée dans nos sources. Eux, ils font de l'analyse de flux dans les magasins avec de la vision par ordinateur. Donc des caméras qui regardent ce qui se passe. C'est ça. L'algorithme, il compte les personnes, il capte les dynamiques de groupe, il peut même mesurer combien de temps tu passes devant un rayon spécifique. Et ils s'arrêtent pas au supermarché, si je me souviens bien. Non, pas du tout. Leur vraie ligne de mire, c'est les grands événements prévus pour 2030. On pense direct à la Coupe du Monde, bien sûr. L'idée, c'est de déployer ces mêmes algorithmes pour sécuriser des foules vraiment massives. Alors, ce qui est fascinant ici, c'est pas tellement le fait de compter les foules. Parce que, bon, ça, techniquement, on sait le faire depuis un moment, hein. Ouais, la détection de personnes, c'est assez standard aujourd'hui. Exactement. Ce qui est fort, c'est la façon dont le traitement de l'image est optimisé. Mobilityx, ils opèrent dans des endroits où la bande passante, elle peut être super capricieuse. Ah bah oui, tu vas pas uploader de la 4K depuis un stade blindé de monde. Mais c'est tout à fait ça. L'algorithme, il peut pas s'amuser à envoyer un flux vidéo ultra lourd en temps réel vers un serveur à l'autre bout du monde. Le traitement, il doit se faire direct à la source, vraiment juste derrière la lentille de la caméra. Ok, donc directement dans la bareille. Père, des vecteurs de mouvement. C'est ce qu'on appelle l'informatique en périphérie, le edge computing. Et c'est vital pour garantir non seulement la rapidité, mais aussi l'anonymat des gens dans un stade. D'accord, je vois très bien. C'est comme donner des yeux bioniques à l'infrastructure. Mais bon, ça demande quand même d'acheter du nouveau matériel, des caméras intelligentes. Et ça m'amène au cas d'une autre start-up, Siret. Eux, ils sont sénégalais. Ah oui, l'approche de Sirette est géniale. C'est dingue parce qu'ils ont pris une direction totalement opposée. Leur modèle d'affaires, c'est carrément de ne surtout pas vendre de caméras. Ils utilisent l'existant. Voilà. Ils prennent le vieux système de vidéosurveillance classique, le truc de ton usine ou de ta maison, et ils viennent y injecter leur logiciel d'IA. Mais ça permet de détecter des armes, des intrusions et d'envoyer un SMS d'alerte directe. C'est une surcouche intelligente. Ouais, mais attends, je t'arrête tout de suite parce que quand je lis ça, je me dis, on connaît tous la qualité de ces vieilles caméras de surveillance. L'image, elle est souvent catastrophique, super pixelisée, surtout la nuit. Ah on voit à peine les visages en général. C'est ça. Donc comment un algorithme, aussi intelligent soit-il, peut faire la différence entre, je sais pas, un cambrioleur avec une arme et un ouvrier avec une perceuse sur une vidéo aussi floue? C'est une super question. Et en fait, c'est là qu'on touche à un concept clé d'Atia.
l'entraînement sous contrainte. Si on entraîne un modèle d'IA uniquement avec des belles images en 4K prises en studio avec un super éclairage, Il va complètement planter dans la vraie vie. il va lamentablement échouer. Les ingénieurs de Sirat, ce qu'ils font, c'est qu'ils dégradent délibérément leur propre base de données d'entraînement. Sérieux? Ils salissent l'image exprès. Carrément. Ils nourrissent leur IA avec des images hyper floues, ils rajoutent du bruit numérique, du mauvais éclairage. Et surtout, l'algorithme ne cherche pas les petits détails d'une arme. Il cherche quoi alors? Il analyse les schémas cinématiques. En gros, comment la personne bouge. La position non naturelle d'un bras ou un contraste très soudain d'une silhouette métallique dans l'ombre. Ah, d'accord. C'est la gestuelle qui trahit l'action plus que l'objet en lui-même. C'est exactement ça. Dans le secteur industriel, par exemple, ils l'utilisent pour voir si les ouvriers portaient bien leurs équipements de sécurité. L'IA s'en fiche de lire la marque sur le casque. Elle détecte juste la forme géométrique standard et la couleur réfléchissante en haut d'une silhouette qui marche. C'est de la reconnaissance de motifs optimisée pour du matériel de récupération, en fait. Tout à fait. C'est d'une frugalité incroyable. Donc, on prend une infrastructure vieillissante, totalement passive, le truc qui servait juste à regarder l'enregistrement d'un vol le lendemain matin, et on la transforme en un système proactif. En temps réel, oui. Mais bon, là, on parle de surveillance centralisée. Que se passe-t-il quand on donne ce pouvoir d'observation à la foule, aux citoyens eux-mêmes? Tu penses à l'application Mafkudat, j'imagine. Oui, l'appli pour les objets perdus. Je trouve ça brillant. Tu marches dans la rue, tu trouves une carte d'identité par terre. Tu la prends en photo. Et de l'autre côté de la ville, la personne qui a perdu sa carte fait une déclaration sur la même application. Et boum, l'intelligence artificielle fait le lien entre les deux. Mais techniquement, c'est très différent de la vidéosurveillance, non? Totalement différent. Mafkudat, ils analysent pas un flux vidéo en continu. L'algorithme fait de l'extraction de caractéristiques statiques. C'est-à-dire? En fait, quand tu prends la photo de l'objet trouvé, l'IA ne stocke pas l'image en tant que telle. Elle la transforme en une sorte d'empreinte mathématique. Des points de données. Exactement. Un ensemble de points uniques. Et si l'objet trouvé correspond mathématiquement à la description dans la base de données des objets perdus, la connexion se fait. C'est ni plus ni moins qu'une automatisation de la confiance publique. C'est là que ça devient vraiment super intéressant pour notre exploration. Souvent, on a ce vieux cliché tenace de l'algorithme hyper froid, le truc qui isole les gens derrière leurs écrans de téléphone. Le fameux filtre algorithmique qui nous coupe du monde. Voilà, exactement. Mais ici, dans ces exemples, on voit qu'ils utilisent du code pur pour retisser le tissu social. On passe de la gestion des caméras ou des objets perdus à la gestion directe des comportements humains. Et le meilleur exemple de ça dans nos documents, je pense que c'est Dil Khir. Oh oui, Dilrhir. Ils se définissent comme étant au croisement de la fintech et de la philanthropie. C'est un positionnement fascinant. Le principe de base, quand on le regarde de loin, il a l'air simple. Tu achètes un truc en ligne, le site partenaire génère un petit cashback, donc un remboursement, mais qui te coûte rien, et c'est toi qui décides à quelle ONG tu donnes cet argent. C'est le don indolore pour l'utilisateur. Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'intégrer une IA super complexe juste pour faire ça? Parce que la philanthropie, surtout dans certains contextes régionaux, elle souffre d'une fragmentation énorme. Le fondateur de Dalkir, dans ses entretiens, il pointe du doigt un problème majeur, la dépendance aux pics de dons. Les dons ponctuels, quoi. C'est ça. Souvent, ça tombe pendant les grands événements religieux, comme l'Aïd, les gens donnent beaucoup à ce moment-là. Mais le reste de l'année, Les associations crèvent de faim. elles manquent cruellement de visibilité financière, oui. Et c'est là que l'IA de Dalkir entre en jeu pour faire un matchmaking dynamique. Un matchmaking entre qui et qui? L'algorithme va analyser en temps réel les objectifs sociaux d'une entreprise partenaire, il va croiser ça avec le profil d'achat du client et il met tout ça en face des urgences immédiates des ONG sur le terrain. Ah, genre s'il y a un besoin urgent de cahier dans une école rurale, ça le repère tout de suite. Exactement. Donc en fait, l'IA agit un peu comme un chef d'orchestre ultra rapide. Elle aligne les valeurs éthiques de la marque, l'intention généreuse du client et le besoin réel sur le terrain en une fraction de seconde. Elle élimine toute la friction administrative du don. Et le gros bonus, c'est la traçabilité. C'est-à-dire qu'on sait où va l'argent. Oui. Dans le milieu caritatif, la confiance, c'est vraiment la monnaie la plus précieuse. Si tu peux prouver à un donateur l'impact exact de son argent via une chaîne de données inaltérable, c'est un changement de paradigme complet. C'est génial. Et cette idée de supprimer la friction pour créer de la confiance entre des inconnus, on la retrouve littéralement appliquée au domaine du sport avec la start-up Fit Together. Ah, l'histoire de la forêt d'Oujda. Exactement. Le créateur, il voulait juste aller courir dans la forêt de Sidi Maafa à Oujda, mais c'était la galère pour trouver les partenaires de course. Ce qui est un problème assez courant.
Oui, mais l'application qu'il a sortie, elle fait pas juste du radar de proximité géographique, genre tiens, il y a quelqu'un à 2 kilomètres. Non, elle tente de matcher les utilisateurs sur la base d'une compatibilité de caractère. Et c'est là que le défi algorithmique devient fou. Bah oui. Concrètement, comment on code la compatibilité humaine pour un simple footing? L'IA, elle fait quoi? Elle analyse des réponses à un questionnaire de personnalité? Alors non, ça va bien plus loin qu'un simple questionnaire. Parce qu'on va pas se mentir, les gens mentent tout le temps sur leur capacité sportive. Oh, que oui. Je cours le 10 km en 40 minutes et au bout d'un kilomètre, il n'y a plus personne. C'est exactement ça, ou alors sur leur ponctualité. Donc l'intelligence artificielle de Fit Together, elle se nourrit de données comportementales chroniques réelles. Les habitudes, en gros? Oui, à quelle heure cette personne va courir d'habitude? Est-ce que son rythme est constant? Est-ce qu'elle annule souvent sa session à la toute dernière minute? D'accord. L'algorithme construit carrément un profil de fiabilité. C'est le mot-clé réel, la fiabilité. Dans des espaces publics non structurés, comme une forêt, le frein numéro un, surtout pour les coureuses d'ailleurs, c'est pas la distance ou la flemme, c'est la sécurité psychologique face à un inconnu. Bien sûr, tu vas pas t'enfoncer dans les bois avec quelqu'un qui a un profil super douteux ou imprévisible. Et en calculant cet indice de fiabilité, l'IA lève cette incertitude. Elle réduit le risque perçu et permet à la rencontre sportive d'avoir lieu en toute confiance. Ce qui nous ramène direct à notre joueur de foot du début de l'émission, avec le projet X-Goals. C'est fou de voir comment l'IA vient structurer un truc aussi informel qu'un match de quartier. X-Goals, c'est la startup Sportech, c'est ça? Oui, eux, ils mettent un petit boîtier GPS dans le dos des joueurs, comme les pros. Et ça capte tout, la vitesse de pointe, les grosses accélérations, mais aussi, et c'est ça le plus fou, les déplacements tactiques sur le terrain. Et après le match, la machine digère tout ça? J'imagine que le but, c'est de filer un super tableau de bord chiffré aux recruteurs, plutôt que de leur demander d'aller s'asseoir sur un gradin en béton pendant 3 heures sous le soleil. C'est ça, l'IA joue le rôle d'un tamis objectif, parce que le biais humain d'un recruteur sur le bord du terrain, il est gigantesque. Il peut complètement rater un joueur génial juste parce qu'il a raté sa première passe. Ou même être influencé parce qu'il pleut et qu'il a envie de rentrer. L'algorithme, lui, il s'en fiche. Il évalue la cinématique, comment le gamin gère son endurance, sous pression, pendant les 90 minutes complètes. Comment il se replace quand son équipe perd le ballon, par exemple? Exactement, ce sont des métriques qui sont pratiquement invisibles à l'œil nu sur toute la durée d'un match. Et pour des régions excentrées, ça transforme l'IA en véritable ascenseur social. Ça met sur les radars des talents qui, sans ça, seraient restés dans l'ombre. C'est vraiment une très belle histoire. Mais alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Parce qu'en lisant les notes du JTEX, on se rend vite compte qu'il y a un énorme éléphant dans la pièce. Ah, on passe aux choses sérieuses. Ouais. D'un côté, on a toutes ces applications brillantes, hyper locales, mais de l'autre, on a la réalité froide de l'infrastructure sous-jacente. Est-ce que cet écosystème marocain est réellement souverain technologiquement, ou est-ce qu'ils sont juste en train de concevoir de très très belles vitrines de magasins, qui dépendent à 100% de moteurs d'IA fabriqués en Californie? C'est le cœur du problème. L'analyse de Zakaria, c'est un ingénieur logiciel spécialiste de l'IA qui était présent au GITEX, elle est sans appel là-dessus. Il dénonce ce qu'il appelle les whoppers, c'est ça, hein? Oui. Et son analogie est glaçante, mais très juste. Il dit qu'un whopper, c'est ni plus ni moins que de louer le cerveau de quelqu'un d'autre. Louer un cerveau, c'est une image forte. Mais c'est quoi exactement un whopper? En fait, c'est une entreprise locale qui va se contenter de créer une jolie interface utilisateur sur un téléphone ou un ordi. Cette interface vient envelopper, d'où le mot wrapper en anglais, un modèle d'IA externe qui existe déjà, souvent un géant américain comme OpenAI. Donc la start-up au Maroc, elle gère le design, le marketing, la vente. Mais la charge cognitive, le vrai traitement intelligent de la donnée, l'analyse lourde, ça part dans des serveurs aux États-Unis et ça revient. La fragilité d'un modèle comme ça, elle est extrême. Bah oui, parce que si l'entreprise américaine décide demain de doubler ses prix d'accès à son API, Ou pire, s'ils décident de changer leurs règles de sécurité ou carrément de bloquer l'accès à une région entière du monde pour des raisons géopolitiques, tes milliers de startups locales, elles ferment boutique en une milliseconde. c'est une dépendance absolue en fait. C'est pour ça que Zakaria, dans les notes, il voit l'arrivée d'alternatives européennes. Il cite Mistral AI notamment comme une énorme bouffée d'oxygène. Parce que ça casse le monopole américain. Ça permet de faire jouer la concurrence et de diversifier les dépendances, oui. Mais bon, louer un cerveau, même si le cerveau est européen cette fois, ça reste de la location. La vraie indépendance, ce serait de construire et de faire tourner ses propres modèles chez soi.
Et c'est là que l'approche de la start-up Alex Brand est hyper intéressante. Oui, eux, ils m'ont frappé. Ils font de la surveillance des réputations. En gros, ils scannent tout Internet, les réseaux sociaux, pour repérer les petits frémissements d'un bad buzz avant que ça n'explose pour une marque. Et on parle d'un volume de données massif, hein. 3 à 4 millions d'interactions traitées chaque jour. Mais le truc de fou, c'est qu'ils refusent catégoriquement d'utiliser les immenses modèles généralistes du marché. Ils font le choix inverse. Ils prennent de tout petits modèles open source, libres de droit, et ils les entraînent de manière chirurgicale sur leur propre corpus de texte linguistique. Ils hébergent ça sur leur propre serveur physique, au bureau ou dans le pays. Mais beaucoup, ils s'embêtent à faire ça. Ce serait tellement plus simple et rapide de tout balancer dans le cloud américain. Parce que ce choix, il est fondamentalement stratégique. Déjà, les petits modèles hyper spécialisés, ça coûte infiniment moins cher en électricité et en puissance de calcul au quotidien. Et ils sont plus rapides pour une tâche très précise, j'imagine. Souvent, oui. Mais surtout, et c'est le nerf de la guerre, ça garantit la souveraineté des données. Et c'est là qu'on touche au plus gros frein au développement de l'IA au Maroc, selon nos sources. L'absence d'infrastructure. L'absence criante de data centers souverains. Pour entraîner une IA sérieuse, il te faut des fermes de serveurs pleines de cartes graphiques ultra puissantes. Et ça chauffe énormément et ça consomme une énergie folle. Si tu n'as pas ces bâtiments physiques sur ton propre territoire national, tu es bloqué. Et le pire, c'est que ça bloque toute l'économie classique du pays. J'ai lu l'exemple des banques marocaines dans nos notes, c'est édifiant. Ah oui, c'est le cas d'école parfait. Par la loi, une banque au Maroc n'a tout simplement pas le droit de prendre l'historique des transactions privées de ses clients et de l'envoyer sur un serveur étranger. Pour des raisons évidentes de souveraineté financière et de secret bancaire. Voilà. Même si c'est pour qu'une IA super puissante détecte la fraude bancaire, c'est interdit. Les données ne doivent pas quitter le territoire. Donc s'il n'y a pas de serveurs locaux assez puissants pour faire tourner cette IA anti-fraude, Les banques ne peuvent tout simplement pas adopter la technologie de pointe, elles sont coincées. c'est fou. Mais il n'y a pas que le manque de matériel qui bloque, si j'en crois les sources. Il y a un autre verrou, et il est peut-être encore plus dur à faire sauter. Le fameux verrou culturel. L'inertie bureaucratique des entreprises traditionnelles. Nos notes de terrain, elles décrivent des situations presque comiques, enfin, ubuesques. Avec le middle management, c'est ça? Ouais. T'as une jeune pousse hyper dynamique qui débarque, elle propose une solution d'IA qui fonctionne parfaitement à un grand groupe corporatif, et là, l'innovation se fait tuer dans l'œuf, asphyxiée par la couche de gestion intermédiaire. Parce que les rythmes sont incompatibles. Totalement. La start-up, pour survivre, elle a besoin d'avancer vite, de tester, d'avoir un oui ou un non rapidement. Son modèle économique, c'est des itérations express. Et en face, l'entreprise traditionnelle, elle bouge au rythme des comités de pilotage mensuels. Des réunions pour tonifier d'autres réunions, des études de faisabilité qui durent 6 mois. Si tu bosses dans la tech, n'importe où, dans le monde d'ailleurs, tu connais cette douleur par cœur. C'est assez universel, oui. La start-up avance à la vitesse de la lumière et le grand groupe avance à la vitesse de la paperasse. Mais pour un écosystème émergent qui essaie de rattraper son retard technologique, c'est dramatique. Comment on peut résoudre un problème culturel aussi profond? On va quand même pas coder une mise à jour pour le cerveau des managers. Non, ça risque d'être compliqué. Par contre, on peut préparer la génération suivante à penser différemment dès le départ. Et c'est exactement le sens du projet Robot and More qui était présenté au salon. Ah oui, eux, leur cible, c'est pas les entreprises figées. Non, c'est les enfants, de 6 à 18 ans. Et leur approche est d'une intelligence redoutable. Ils mettent pas les gamins direct devant un écran noir pour taper des lignes de code hyper abstraites. Ils commencent par le monde physique. Ils commencent par la physique, oui. Avec des briques Lego modifiées, les enfants apprennent en jouant, ils touchent les concepts d'engrenage, les capteurs de mouvement, la mécanique de base. J'adore cette approche. C'est vraiment comme apprendre à un gamin la grammaire de base de la logique de programmation, mais avec ses mains, avant même de lui demander d'écrire un roman de code. C'est tout à fait ça. Et une fois qu'ils ont bien compris comment leur petit robot physique réagit avec l'environnement autour de lui, là, ils basculent sur l'écran. Sur des langages visuels type Scratch. Puis sur des langages super pointus comme Python ou le C++. L'objectif de tout ça, il faut bien le comprendre, ça dépasse très largement la simple idée de former des futurs employés pour des boîtes d'informatique. C'est quoi la vision à long terme alors? En intégrant cette logique technologique dès l'école primaire, tu formes des cerveaux capables de concevoir des systèmes entiers de A à Z. Tu crées une architecture mentale. L'idée, c'est que le Maroc, et l'Afrique en général, arrêtent d'être juste un marché de consommateurs qui achètent des wrappers étrangers. Pour devenir un pôle de création de ses propres technologies racines. Voilà. C'est un pari sur 20 ans, c'est très long, mais c'est le seul véritable chemin vers l'indépendance. C'est un chantier colossal.
Et franchement, quand on rassemble toutes les pièces de ce puzzle qu'on vient d'explorer ensemble aujourd'hui, l'image finale, elle est assez saisissante. Elle est pleine de contrastes, oui. D'un côté, on a une énergie brute, une ingéniosité incroyable. Ces ingénieurs qui recyclent de vieilles caméras de sécu, les applis qui sécurisent des footings en forêt, les startups qui se battent pour faire tourner des IA souveraines sur leurs propres petits serveurs. C'est un bouillonnement d'innovation qui répond à de vrais problèmes de tous les jours. Mais de l'autre côté, la réalité les rattrape. Ouais, ces mêmes acteurs se prennent des murs d'une rigidité implacable. Pas de data centers lourds pour stocker la donnée au pays, une bureaucratie qui étouffe l'urgence. C'est vraiment un point de bascule. C'est exactement le mot. Passer d'une ingénierie de la nécessité qui est brillante, mais qui fonctionne sous perfusion de contraintes, à une vraie industrie souveraine à l'échelle mondiale, ça va exiger des décisions politiques hyper courageuses. Faut payer pour la tôle, quoi. Il va falloir investir massivement dans le matériel, oui, et repenser complètement la façon dont les grands groupes font confiance aux jeunes innovateurs. Et il va falloir le faire vite, parce que le risque de l'inaction, il donne le vertige. Et c'est d'ailleurs là-dessus que j'aimerais qu'on boucle cette discussion. Au détour de son interview, Zakaria, l'ingénieur logiciel dont on parlait, il a glissé une réflexion qui m'est vraiment restée en tête. Sur la culture, c'est ça? Oui, il fait remarquer que l'intelligence artificielle telle qu'on la consomme aujourd'hui, elle est conçue, pensée et entraînée massivement en Occident. Et donc, elle ne comprend absolument pas les subtilités de la culture marocaine ou africaine. Elle n'a pas au contexte. Elle n'a aucun contexte social, elle capte pas l'humour local, elle pige rien au double sens, et les proverbes régionaux, c'est du chinois pour elle. Ce qui pose, quand on y réfléchit bien, un enjeu de civilisation carrément majeur. L'IA, aujourd'hui, c'est plus juste un petit outil logiciel rigolo parmi d'autres. C'est en train de devenir le filtre absolu, le filtre exclusif à travers lequel on va chercher l'information, organiser la société et interagir avec la réalité. C'est notre nouvelle lentille sur le monde. Et du coup, on doit se poser la question, que va-t-il se passer si ce filtre cognitif mondial est nourri uniquement par des données occidentales? Des données qui ignorent totalement les nuances, l'histoire et les sensibilités des autres cultures du globe. C'est là qu'est le vrai, le grand danger. Toute cette discussion sur l'emplacement des data centers et la création de petits modèles locaux, c'est pas juste un vieux débat technique ennuyeux sur la vitesse de calcul ou le secret bancaire. Non, c'est bien plus profond. C'est une question de souveraineté, oui, mais au-delà de ça, c'est la survie même de la diversité culturelle qui se joue, là. Si l'intelligence artificielle n'est pas entraînée par des acteurs locaux avec des données locales bien à eux, elle risque, à terme, de lisser, d'homogénéiser la pensée mondiale et d'effacer en silence toutes les identités régionales. C'est une perspective qui donne vraiment à réfléchir. Carrément. C'est une pensée assez vertigineuse que je vous invite, ou plutôt qu'on vous invite tous à garder dans un coin de la tête la prochaine fois que vous lirez un énième article sur la course folle à l'intelligence artificielle. Ce sera le mot de la fin pour notre exploration d'aujourd'hui.